Ce balado est présenté en collaboration avec Aliments du Québec. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes décident de consacrer leur vie à cultiver et transformer les aliments qu'on consomme au quotidien? Beau temps, mauvais temps, jour après jour, malgré tous les enjeux, tous les défis? C'est grâce à ces producteurs et transformateurs qu'on peut manger québécois et ils ont toute mon admiration. Dans ce balado, je veux mettre en lumière leur savoir-faire et leur donner une voix. Je veux comprendre d'où vient leur passion et quels sont leurs rêves pour notre assiette. Par-dessus tout, je veux découvrir qui sont ces gens derrière nos aliments. Vous reconnaissez ce son? Je suis certaine que vous savez c'est quoi. Vous pouvez peut-être pas sentir l'odeur que je sens présentement, mais je suis certaine que ça vous rappelle vos petits matins accompagnés d'un réconfortant café. Quand j'achète du café, moi, je pense pas tout de suite à l'achat local. Après tout, le café, ça pousse pas ici, on n'a pas le climat pour ça. Mais on en importe énormément, par contre. On en boit beaucoup aussi. On a une vraie culture du café au Québec. Les cafés de troisième vague fleurissent partout, dans les grandes villes, en région. Les Québécois, on aime vraiment le café. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de savourer notre tasse de café tout en diminuant notre empreinte écologique et en encourageant notre économie? Comment on peut faire pour rendre notre café matinal un peu plus local? Pour répondre à cette question-là, j'ai décidé d'inviter un torréfacteur d'ici à mon micro. Je suis allée cogner à la porte de Café Napoléon, une entreprise de Ville-la-Salle sur l'île de Montréal. Ils sont implantés là depuis plus de 40 ans. Moi, je veux découvrir qui est derrière ce café puis qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça. Pour répondre à ces questions, je partage mon micro avec William Kelly, qui est le fils du cofondateur de Café Napoléon et surtout un passionné de café. William, justement, j'aimerais ça que tu me retraces le chemin du café, de la graine de café jusqu'au café qu'on boit. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pays producteurs, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, Amérique centrale. Donc, le café est cueilli et séché, soit naturellement, donc dans la pulpe du fruit, ou sinon il est séché sans la pulpe. Puis ça va vraiment influencer le goût du café. Donc, ça va faire en sorte qu'il soit très fruité ou un peu moins. Et puis, c'est ça. Ensuite, on l'importe ici, puis on a juste le grain vert de café qu'on torréfie. Fait que le café, le grain de café, c'est comme la matière brute. Mais c'est quoi concrètement la torréfaction? C'est un gros four, un tambour qui tourne généralement. Donc, il y a plusieurs torréfacteurs différents, puis ça influence beaucoup le goût du café. Mais à la base, c'est vraiment ça. C'est un gros four, on met le café non cuit, donc le grain est vert. Puis au fur et à mesure que la torréfaction se développe, les arômes du café se développent. Le café va prendre en volume, va devenir brun, ensuite mi-noir et ensuite noir. Donc plus la torréfaction est longue, plus le café va être noir et développer un peu plus d'amertume dans le café généralement. Puis quand il est un peu moins torréfié, c'est pas vrai qu'il est moins goûteux, c'est juste qu'il va être plus sur les fruits, plus sur les fleurs. C'est un peu comme cuire un steak. Si tu le manges saignant, tu vas vraiment goûter la viande. Si tu le laisses vraiment plus longtemps sur le barbecue, là, tu vas avoir le goût un petit peu plus charcoal, cendré, fumé. Donc, c'est la même chose dans le café. La torréfaction va ajouter vraiment la personnalité du café. Puis la personnalité, ça va être ta personnalité ou la personnalité d'un autre torréfacteur. Oui, exactement. Donc, un même grain de café qui soit torréfié par n'importe quel artisan ou torréfacteur différent va jamais goûter la même chose parce que la façon de torréfier le café, c'est propre à chaque compagnie, à chaque personne. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut expérimenter, on peut découvrir des choses, puis on va faire nos recettes, nos standards à partir de ça. C'est comme aller dans un restaurant. Tu vas à un restaurant parce que le chef de ce restaurant-là a une réputation, a fait un steak, tu peux en faire chez vous, tu peux aller au coin de la rue manger un steak, mais si tu veux voir l'âme d'un restaurant, c'est le chef qui met sa personnalité dans le plat, puis c'est ça qui fait la différence au final. J'adore ton parallèle avec le restaurant. Je comprends que la torréfaction, c'est comme la recette. C'est ça, exactement. Toutes les maisons de torréfaction ont vraiment leur procédé, leur façon de faire, puis c'est leur personnalité. Moi, j'ai appris que t'aimais pas le café au début quand t'as commencé à travailler chez Café Napoléon. C'est vrai? J'étais jeune. Puis dans le fond, mes parents ont tout le temps eu une entreprise de café. Puis quand on était super jeunes, on donne des cadeaux aux enseignants.
Puis tout le monde apportait comme du chocolat ou des trucs comme ça. Moi, mes parents me donnaient tout le temps du café à donner, puis je trouvais ça donc plate. Puis je pense que ça m'a suivi longtemps. Peut-être quand même, c'est poche du café. Donc non, je buvais pas de café, mais là, j'ai appris que le café, c'était pas ce que je pensais que c'était. Tu sais, j'avais bu du café à certains endroits, j'avais pas aimé ça. Puis là, rendu ici, j'étais comme, ah, mais il y a ça aussi, il y a ce grain-là, toutes les origines n'ont pas les mêmes saveurs. On peut faire des mélanges, on peut faire plein de choses pour avoir plein de saveurs différentes. Puis là, j'ai commencé à apprendre le café. Puis à apprendre à aimer ça. Donc non, j'aimais pas le café au départ, mais j'ai rapidement appris à aimer ça par ensuite. T'avais pas bu du bon café? Non, c'est pas que j'avais pas bu du bon café. J'avais pas bu du café que moi, j'aime. Je savais pas qu'un café pouvait goûter les fruits. Je pensais que c'était tout le temps super amer, super corsé. Mais non, tu peux avoir des cafés floraux, des cafés fruités, des cafés un peu plus sur les noix. Donc, tout un univers de possibilités. C'est tout un univers, comme tu dis. Là. On n'a pas un café, c'est des cafés. C'est ça, exactement. C'est comme... si t'aimes pas les fraises de la Californie, mettons, ben peut-être les fraises du Québec, tu vas aimer ça. C'est deux produits quand même différents. Mais j'adore ton parallèle. Puis c'est vrai, des fois, on n'aime pas un produit, mais on va l'aimer apprêté différemment. On peut ne pas aimer le brocoli cuit, mais on va l'aimer cru, ou on va l'aimer en potage, ou on va l'aimer grillé, mais on va pas l'aimer bouilli. Puis de comprendre que c'est la même chose pour le café. Pour vrai, là, c'est comme une révélation. Là. C'est vraiment fascinant de voir que oui, bien, la façon que le café a été justement torréfié, a été apprêté, transformé, c'est ça qui va lui donner sa personnalité. Là. Salut. Salut. 3 lattés, 2 d'avoine grands et 1 avec lait régulier. Je bois du café tous les matins, en effet, puis je joue un peu genre céréales, caramel, des choses comme ça. Un peu sucré, puis assez corsé, là. Mais je bois seulement des lattés, donc. Et je bois juste du café noir. Avec du lait, mais surtout du lait d'avoine. Dans le fond, moi, je bois du café décaféiné. Par contre, j'aime le goût du café. J'aime pas trop qu'il soit fort. Beaucoup de lait, beaucoup de sucre. Le type de café que je bois, il est plutôt velouté. Oui, pour se réveiller, c'est obligatoire pour moi. Je bois du café tous les matins et c'est toujours un espresso plutôt corsé et il faut qu'il y ait la petite créma. Le café, où je l'achète, ils vont jusqu'à te demander quelle machine tu as pour faire la mouture parfaite. Et puis, vraiment, ça marche. J'aime ça le café. Une entreprise qui a démarré dans le sous-sol de ton père, de ton parrain. Ouais, vous avez commencé tout petit, là, c'est devenu plus gros. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de prendre la relève puis d'être la suite de l'histoire? Ouais. Moi, au départ, comme je me disais tantôt, j'aimais pas le café. Je voulais pas être entrepreneur. Moi, j'étudiais en bioécologie au cégep. Puis j'ai eu comme une opportunité d'emploi avec un de mes amis qu'on était franchisé pour une compagnie de lavage de vitres. On gérait une petite équipe d'employés, on avait notre comptabilité. Fait que là, on a eu comme un peu la piqûre, si on veut, de comme, hey, c'est le fun de travailler, pas pour quelqu'un d'autre. Les deux, on est allés en comptabilité parce qu'on se disait, c'est un bon chemin. Si on veut éventuellement avoir une entreprise, ben au moins, on va bien comprendre cette partie-là qui est quand même assez importante. Au fur et à mesure, ben, j'ai fait tous les départements possibles de l'entreprise. Puis là, ça a décliqué. Là, j'ai commencé à aimer le café, j'ai commencé à aimer vraiment l'entreprise familiale. J'ai commencé à réaliser à quel point que c'était quand même mon père, mon parrain ont créé tout ça de leurs mains, dans le fond. Donc ouais, je pense que j'ai vu toute l'histoire derrière l'entreprise. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai envie de continuer ça, d'aller quelque part d'autre avec ça. C'est quoi la mission que tu te donnes en reprenant l'entreprise? Ben, c'est sûr que j'ai envie de la voir grandir. J'ai plein de projets. Je veux avoir des nouvelles certifications qui sont un peu plus rigoureuses, mais qui nous permettent d'avoir des clients un peu moins accessibles, si on veut. Mais ça nous pousse à nous améliorer, ça nous pousse à faire des changements pour le mieux. Moi, mon but, c'est juste de créer une culture dans laquelle on veut tout le temps faire mieux. Pour que le monde se sente bien, mais qu'il semble qu'on progresse dans l'entreprise puis qu'on s'en va quelque part, justement. Que ça passe par des nouveaux équipements, des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés, découvrir des nouveaux cafés, faire découvrir des cafés que moi, j'aime, de montrer au monde qu'on n'est pas stagnant comme entreprise puis qu'on veut offrir un meilleur café à tout le monde. Concrètement, là, qu'est-ce que ça change quand un Québécois prend ton produit plutôt qu'un produit qui vient d'ailleurs pour le mettre dans son panier? Quand là, un Québécois boit un café torréfié au Québec, qu'est-ce que ça change concrètement pour toi?
C'est quand quelqu'un achète québécois à la base, ben t'encourages une entreprise québécoise, t'encourages l'économie du Québec, t'encourages les familles qui travaillent ici. Puis, tu sais, nous, on veut offrir une belle vie au monde qui travaille dans l'usine, aux vendeurs, les personnes à la réception. C'est vraiment un travail d'équipe, puis ça crée une belle énergie dans l'équipe. C'est vraiment plus ça, pour moi, qui est important. L'idée, dans le fond, c'est d'acheter un café qui a été torréfié ici. C'est ça. Ben, je pense que le café, c'est un peu comme les microbrasseries. Il y a beaucoup d'artisans qui ont influencé le monde de la bière en disant « Hey, moi, je veux que ma personnalité se transmette à travers ce produit-là. » Auparavant, le café de troisième vague est venu vraiment influencer le monde du café. Puis il y a beaucoup de places où est-ce que le café de troisième vague est encore émergent. Mais au Québec, on voit vraiment là, chaque café à Montréal essaie de mettre son cœur dans ce café-là. Puis je pense que même les entreprises un peu plus commerciales sont vraiment influencées par ces produits-là, par cette vision-là, d'essayer d'offrir un meilleur produit, essayer d'offrir un café plus vert, qui est plus éthique. Puis je pense que c'est un peu dans nos valeurs québécoises aussi d'offrir un café plus humain. Donc je pense que c'est vraiment ça la différence. C'est vraiment la personne, l'artisan, la personne qui va torréfier le grain, qui va vraiment essayer de développer son expertise. Tu parles beaucoup du café des Québécois, du café qu'on aime, du café qu'on veut boire. Qu'est-ce qu'on aime, les Québécois? Je pense que beaucoup de personnes aiment le café encore traditionnel. Mais je pense que de plus en plus de personnes veulent découvrir autre chose. Surtout dans les nouvelles générations, la tradition italienne dans le café perd un peu d'espace, même si elle est très présente. C'est quoi la tradition italienne dans le café? C'est des cafés souvent qui sont un peu plus corsés, qui sont un peu plus torréfiés, qui sont un peu plus poussés. Donc les arômes sont vraiment différents de ce que peut-être le monde un peu plus jeune vont chercher dans leur café. Puis je pense que ce qu'on veut faire, c'est vraiment permettre à tout le monde de retrouver le café qu'ils veulent. Autant les personnes un peu plus traditionnelles que les personnes qui veulent expérimenter dans leur café. L'idée, c'est vraiment d'explorer, c'est d'essayer des cafés, c'est d'aller vers, justement, des torréfacteurs d'ici qui nous connaissent, qui nous comprennent, puis là, d'essayer là, des produits de différents types. Là. Comment tu guiderais quelqu'un qui ne sait pas quel café acheter? Ben, je pense que c'est juste de se questionner sur qu'est-ce que toi tu aimes ou plutôt qu'est-ce que tu aimes pas. Selon les origines de café, c'est super facile maintenant avec ChatGPT. Tu dis « Hey, j'aime les cafés fruités, plus acidulés. C'est quoi les origines que tu me recommandes? » Aussi, juste écrire à votre torréfacteur, ça, je pense que c'est la meilleure façon. Venir ici directement à notre usine. Tout le temps, des experts en café qui sont là pour vous proposer des choses. On est là pour faire goûter nos produits. Je pense que c'est vraiment d'expérimenter. Tu sais, si tu achètes un café d'une entreprise X puis tu l'aimes pas, c'est peut-être juste parce que ce café était pas pour toi, mais ça veut pas dire que l'entreprise fait du mauvais café. C'est ça qu'on se rend compte aussi, que si tu le fais trop cuire, puis après tu dis que t'aimes pas ça, mais c'est comme, ah, mais t'as fait une erreur dans comment tu l'as préparé, puis peut-être que si tu l'avais préparé autrement, à ton goût, t'aurais aimé ça. Tu peux avoir le meilleur café au monde, mais si à la maison tu le prépares pas bien, ça va pas être bon. Donc il y a beaucoup d'erreurs de manipulation possibles, c'est pour ça qu'il faut montrer aux gens comme, avec ce café-là, c'est cette façon-là que nous on recommande que le monde boive notre café. Puis, ils vont adopter ton produit, ils vont adopter ton café parce qu'ils ont vécu une belle expérience. Là. C'est ça. Mais tu sais, on est super ouvert. Oui, on veut que le monde prenne nos produits, mais je recommande souvent des cafés de certains compétiteurs que j'adore parce que s'ils cherchent quelque chose de spécifique, je sais que quelqu'un l'a, surtout quand il est québécois, là, je dirais, ben, j'hésite pas à lui recommander cette marque-là ou ce café-là parce que moi, j'aime ça explorer, j'aime ça voir ce que les autres font, puis c'est comme ça qu'on est capable de s'améliorer ensuite. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui pensent que le café de grande marque internationale est meilleur? Parce que, tu sais, il y a de la notoriété, il y a du prestige autour de certaines grandes marques internationales, puis qu'il y a comme cette aura-là de meilleur café. Ben, je pense qu'il y a des marques internationales qui sont bonnes, mais je pense qu'ils sont plus pour faire plaisir à tout le monde. Tu sais, quand tu veux atteindre le plus gros marché possible, je pense que tu fais des produits un peu plus génériques pour que tout le monde puisse faire comme « Ouais, c'est bon. C'est ça que je m'attendais d'un produit comme ça. » Fait que je pense que quand tu prends des cafés qui sont un peu moins grand marché, qui sont faits à proximité, mais je pense que le producteur se dit « Hey, moi, je vais faire un café pour les gens ici, que le monde ici vont aimer, pas nécessairement à travers 50 pays différents. » Fait que
Je pense que tu as plus de chances d'aimer un produit local parce que... Il y a une connexion identitaire, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis pour l'empreinte écologique aussi, là, parce que, mettons, le produit qui a été fait, le café qui vient du Venezuela, qui passe par l'Europe avant d'arriver au Québec, versus le produit qui pousse au Venezuela et qui arrive au Québec pour terminer au Québec. Hein. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins de route à faire, surtout à Montréal, mais oui, c'est sûr que l'empreinte écologique est un peu moins grande. Mais... Puis qu'est-ce que tu fais pour diminuer justement ton empreinte écologique en sachant que de toute façon, ta matière première, elle vient d'ailleurs? C'est un des gros enjeux sur le café, c'est vraiment l'emballage. Parce que souvent, le monde dit « Vous devriez avoir un emballage plus écologique. » On dit comme « Oui, mais s'il est plus écologique puis il dure moins longtemps en tablette, puis qu'on jette du café par ensuite, c'est encore pire. » Donc, il y a tout le temps l'enjeu de l'emballage, mais nous, ce qu'on encourage vraiment, c'est qu'on essaie de vraiment pousser le café en vrac. On a beaucoup d'épiceries zéro déchet. On met le café directement dans des chaudières qu'on réutilise. Ça fonctionne par consigne. Il y a beaucoup de petites épiceries qu'on fait ça de plus en plus. Un petit peu d'économie circulaire. Nos sacs de jute sont tous réutilisés. Souvent, ils isolent des choses avec les poches ou ils font de l'artisanat ou des trucs comme ça. Notre pellicule de café, il y en a qui font du compost avec ça. Mais on n'est pas une énorme entreprise, donc c'est sûr que c'est plus difficile de faire de l'économie circulaire parce que souvent, le monde, ils veulent des quantités phénoménales. C'est ça, vous générez pas beaucoup de déchets. C'est ça, exactement. À la base, on n'a pas beaucoup de choses qu'on rejette. Puis aussi, on a la chance d'être à Montréal, qui est quand même très réglementé au niveau des antipolluants. Donc, on fait pas beaucoup de pollution, mis à part le transport du café vert jusqu'ici. Ça serait quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Est-ce que tu as des projets là, pour être encore plus vert, là, guillemets? Les emballages recyclables commencent à être un peu plus performants sur le marché. Donc, il y a des tests qui sont en train de se faire. Le compostable, c'est encore très difficile. Mais on a été un des premiers avec des verres couvercles compostables. Là, c'est rendu plus réglementé à Montréal. Mais on a été un des pionniers là-dedans. Puis oui, on veut continuer à être dans les premiers à faire des mouvements plus verts parce que c'est important pour nous. Puis c'est important pour le café parce que plus il y a des enjeux climatiques, ben moins le café est disponible parce que les récoltes sont moins bonnes. Les prix augmentent. Puis ça, c'est quelque chose qu'on vit présentement. T'sais. Au Brésil, les récoltes vont pas bien cette année. Au Vietnam non plus. Tout en Asie. Donc, les cafés sont en hausse. Puis tout le monde a de la misère à se procurer du café présentement à cause des mauvaises récoltes. Puis qu'est-ce que tu fais pour que les gens sachent que le café est torréfié ici? Ah ben, c'est sûr, le logo Aliments du Québec aide beaucoup. C'est quelque chose que le monde peut s'identifier. Puis c'est quelque chose qu'on met vraiment de l'avant. Je pense qu'en mettant vraiment l'emphase sur l'importance des produits québécois, puis aussi en s'associant à d'autres produits québécois. Qu'est-ce que vous faites pour vous associer à d'autres produits québécois? Ben, c'est pas nécessairement des produits alimentaires, mais mettons Van Life à côté de nous autres, on est associé avec eux, on a un partnership. Souvent, ça se transmet à travers d'autres petites entreprises comme ça, le Théâtre des Jardins. Puis aussi, on est beaucoup plus dans le marché institutionnel, puis eux mettent beaucoup de l'avant les produits québécois. T'sais, on est au CHUM, on est à Sainte-Justine, on est à Notre-Dame, on est au CUSUM bientôt. Ils se limitent pas à des produits québécois, mais c'est vraiment important pour eux. Fait que c'est quelque chose qu'on met plus de l'avant dans ces institutions-là. Ça fait une différence pour vous que des grandes institutions comme le CHUM, comme Sainte-Justine, fassent une plus grande place aux produits d'ici? Ah, ça fait toute la différence pour eux. Nous, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé avoir un client comme ça. C'est pendant la pandémie, en fait, tous nos clients ont fermé. C'est beaucoup de la restauration. Puis là, on était bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis c'est quelqu'un du CHUM qui nous a contactés pour dire « Hey, on aimerait vraiment ça que vous appliquiez pour l'appel d'offres. On aimerait ça avoir une entreprise québécoise. » Puis là, finalement, on a été pris, puis on est allé dans tous les autres appels d'offres depuis. Puis on les gagne pas toujours, mais on en gagne beaucoup. Donc, ouais, ça a vraiment fait la différence que quelqu'un d'ici nous dise qu'il voulait nos produits dans un marché qu'on pensait un peu inaccessible. Puis, ouais, depuis ce temps-là, ça va super bien de ce côté-là, puis on est super contents. Puis qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir le logo Aliments préparés au Québec? C'est quoi l'impact? Ben, je pense qu'on vient du Québec, notre produit est fait au Québec, c'est important pour nous que le monde le sache. Je pense que c'est vraiment une question plus identitaire, là, de la fierté d'avoir un produit d'ici, d'avoir un produit local, de s'associer au Québec à travers notre produit. Là. Juste le fait que leur logo est quand même un logo assez fort, que le monde reconnaisse, que le monde, ils savent c'est quoi. Donc, ça permet une certaine crédibilité quand on dit hey, on est Québécois. Ben, c'est vrai, ça permet de dire comme hey, oui, on a la preuve que c'est préparé ici. D'avoir là, la validation que votre produit est vérifié puis que votre produit est vraiment transformé ici. C'est ça, exactement. C'est un peu comme
au même titre que la certification Rainforest ou Fairtrade ou biologique. C'est juste, ça permet au consommateur d'être comme, OK, ce produit-là, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans ou je sais... Ça vous donne une traçabilité. Oui, c'est ça, exactement. Ça permet de rassurer un peu la personne. Tu sais, de façon plus générale, là, qu'est-ce que tu fais, toi, pour manger local plus souvent, pour faire une plus grande place aux aliments du Québec? Ben, je pense que ça passe vraiment par l'épicerie. Je pense que c'est de suivre les saisons, suivre les récoltes. Je pense que ça prend des repères visuels. Je pense que c'est vraiment d'avoir un contact humain, puis je pense qu'avec ça, c'est capable de manger plus local. Puis ça veut pas dire de manger local à chaque repas, c'est juste de comprendre que ça prend des repas que tu consommes local pour encourager le monde. Juste de conscientiser les gens, puis dire « Hey, aujourd'hui, je vais prendre ce produit-là parce qu'il vient d'ici. » Peut-être que tu vas avoir découvert quelque chose. Fait que je pense que c'est ça. Ce serait quoi ton souhait pour l'avenir de l'alimentation au Québec? J'aimerais ça qu'on ait plus de diversité puis plus d'opportunités d'aller dans les petits commerces acheter les bons aliments du Québec. Je pense que c'est important pour eux de mettre de l'avant les produits québécois. Puis il y a tellement de beaux petits commerces à Montréal, mais je pense qu'il faut vraiment mettre ça un peu plus à l'échelle de la province. Alors je pense que c'est vraiment aller dans vos petits commerces, au coin de la rue si vous pouvez, le plus possible. Parler aux propriétaires, ayez une connexion humaine avec eux. Puis ils vont vous faire des recommandations de produits si vous demandez de manger le plus local possible. C'est sûr qu'ils vont triper puis ils vont vouloir vous expliquer d'où ça vient. Fait que je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire comme geste au quotidien. J'adore ce que tu dis, le contact humain revient tout le temps dans tout ce que tu me racontes. Fait que c'est vraiment ça, je pense, l'avantage des produits d'ici, c'est la personne qui est derrière. Ben, c'est parce que je pense que le monde sont fiers de... Tu vas au boucher, tu poses des questions, ils sont super contents de te répondre, puis ils sont comme « Ah, ça vient de Charlevoix, ça vient de là ». Autant dans le café aussi, nous autres, ça vient pas du Québec, nos produits, mais poser des questions, on est super ouverts à vous montrer comment que le produit est fait ici, comment on l'apprête, toutes nos recommandations. Quand tu vois un artisan, quand tu vois quelqu'un que c'est sa spécialité de préparer ce mets-là, mais tu as aussi accès à ses connaissances, puis à comment le faire chez vous, puis il va te donner des trucs. C'est comment cuis pas ça de même, cuis ça comme ça. Ou nous autres ici, c'est l'espresso, fallait pas couler comme ça, fallait couler en tant de secondes avec tel tant de grammes. Puis après ça, quand t'es chez vous, ça doit peut-être coûter un petit peu plus cher, mais c'est bien meilleur parce que t'as les connaissances du gars qui te l'a vendu ou de la fille qui te l'a vendu. Juste ce geste-là au quotidien, ça peut vraiment aider. C'est l'éducation, c'est le savoir-faire, c'est d'être curieux, c'est de poser des questions. Exactement. Puis c'est toutes des choses qu'on peut pas faire avec les produits d'ailleurs. C'est ce qu'on peut faire avec les produits d'ici. Puis c'est ce que je retiens, c'est ce que je comprends, c'est que ça prend des gens derrière nos aliments, ça prend des humains comme toi, ça prend des gens passionnés. Puis quand on a juste un produit devant nous, on comprend pas tout ce qu'il y a derrière. Puis quand on a accès à la personne qui est derrière, ben là on comprend la passion, on comprend l'amour. La passion, puis le côté humain derrière, ben ça change pas. Un grand merci, William. Je vois ta passion pour le café, ta passion pour tout ce que tu fais. Puis là, ça donne vraiment le goût de découvrir tes produits encore plus. Merci à toi. Ce balado a été possible grâce à la participation d'Aliments du Québec et de ses adhérents. Il a été conçu et animé par Geneviève Ogleman, produit par Diane Prémy et réalisé par Camille Préfontaine. À la recherche, Sandrine Deschaines. Prise de son, Simon Thériault. Montage et conception sonore, Anna Matari. Mixage sonore, Amélie Lamy.